Très bien, nous allons démarrer. Bonjour à tous et bienvenue. Mon nom est Sofia Pariagua et je suis la responsable de programme des véhicules propres chez Electronics Watch. Je suis ravie de modérer ce webinaire aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir pris le temps de nous rejoindre. Avant de commencer, j'aimerais faire quelques rappels. Tout d'abord, cette session est enregistrée. C'est un webinaire multilingue, donc veuillez cliquer le petit globe que vous trouverez en bas de votre fenêtre Zoom pour choisir la langue de votre choix, espagnol, anglais ou français. Si vous avez besoin d'assistance technique, veuillez envoyer un message à Martina ou à Ariette de Electronics Watch directement dans le chat. Veuillez, s'il vous plaît, garder votre micro désactivé. Et finalement, et ceci est plus pour nos panélistes et nos orateurs, veuillez vous exprimer lentement et éviter les acronymes afin que les interprètes puissent faire leur travail. Avant de commencer, je voulais vous dire qu'il y a eu un petit changement dans le programme du jour. Malheureusement, en raison de raisons techniques imprévues, nous n'allons pas pouvoir passer à l'étude de cas de la République démocratique du Congo comme prévu. Nous avons envoyé un email il y a quelques jours aux personnes qui s'étaient inscrites pour le webinaire. Nous sommes absolument désolés de ce changement, mais nous sommes ravis de vous permettre de regarder les coopératives et l'exploitation minière artisanale en Bolivie, suivie par un panel sur la transparence, les pratiques de paiement et leur impact sur les mineurs. Et bien entendu, l'interprétation se fera vers l'anglais, le français et l'espagnol comme prévu. Le webinaire est sponsorisé par le Partenariat européen pour les minéraux responsables et le Conseil municipal de Barcelone. C'est le dernier d'une série de webinaires qui sont en place depuis octobre 2022 concernant la RDC et la Bolivie. L'objectif de ce projet est de promouvoir l'exploitation minière responsable et d'élever les normes de droits de l'homme, surtout dans les achats publics. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un sujet qui est au cœur de l'exploitation minière artisanale et de petite dimension. Les sujets principaux sont comment les mineurs sont payés, par qui et sous quelles conditions. Les systèmes de paiement sont centraux euh, au, euh, aux moyens de subsistance des mineurs, à la manière dont la valeur est distribuée le long de la chaîne d'approvisionnement et si les pratiques sont justes ou exploitantes pour les individus et les communautés. Cette session nous donne l'opportunité donc de regarder ceci. Nos orateurs sont Jesus Rea Campos, qui est le directeur exécutif du Centre d'investigation et services publics, et Angela Guarati, technicienne de l'exploitation minière. Nous allons parcourir le programme. Nous allons commencer avec une présentation d'environ 15 minutes par Jesus. Ensuite, nous basculerons vers une discussion de panel et puis nous ouvrirons la parole pour des questions et des commentaires de l'auditoire. Donc, n'hésitez pas de prendre des notes et de préparer vos réflexions. Et finalement, nous clôturerons avec quelques propos de conclusion très brefs. Sans plus attendre, je vais passer la parole à mon premier orateur, Jesus Rea Campos. Merci. Merci. Bonjour à tous. C'est encore bonjour pour ceux pour qui c'est encore le matin. Je sais qu'il y a plusieurs langues, mais je vais essayer d'être aussi claire que possible dans mes propos. En Bolivie, vous avez trois acteurs principaux: les exploitations minières du d'État, dont les fonderies d'État, et puis les exploitations minières privées, ainsi que des fonderies privées, et puis des activités de petite taille, surtout basées sur l'extraction minière.
Donc, il y a aussi des coopératives qui sont des activités de petite taille, artisanales. L'État bolivien les a réglementées il y a plus d'une décennie à travers la loi des coopératives. Ce sont des activités sociales et économiques qui sont euh, auto-gérées et donc ils fournissent de l'emploi et améliorent la vie de leurs membres. Les membres de ces coopératives sont les travailleurs et il n'y a pas vraiment de rapport entre la compagnie et les travailleurs. Ils travaillent sans distinction de genre ou d'origine. Ce type d'exploitation minière n'est pas basé sur le fait d'obtenir un salaire pour un travail, mais il s'agit ici de la vente de ce qu'ils obtiennent. Donc, c'est l'achat et la vente de la production avec les fonderies et les autres compagnies. Tout ceci dépend sur le fait que l'exploitation minière concentre donc l'exploitation et la fonte et les exploitants privés donc doivent travailler avec l'État. Et c'est comme cela que cela fonctionne en Bolivie pour passer du minerai au métal. En Bolivie, il y a environ 60 coopératives qui travaillent avec environ 15 000 et 20 000 mineurs. Il y a de très grandes différences entre les différentes coopératives qui ont parfois 400 mineurs et il y en a peu avec moins de 20 mineurs et des volumes très faibles. On parle, certains extraient 300 tonnes par mois et d'autres 2 tonnes par mois dans des exploitations vraiment très petites. Donc, il y a une très grande variabilité dans la capacité productive de chacun d'entre eux. Les mineurs dans ces coopératives travaillent en groupe qui s'appellent des quadrillas qui sont composés de 5 à 10 mineurs qui font tout le travail d'exploitation minière. C'est important à comprendre pour ce qui se viendra par la suite. Ils trouvent les endroits, ils perforent, ils choisissent la roche, ils extraient les minerais de la roche et ils la réduisent de manière à ce que cela puisse être vendu aux fondeurs ou aux concentrations de minerais. Planche suivante. Sous ces conditions, en Bolivie, le marché bolivien produit entre 18 et 22 tonnes d'étain. Ceci représente le fait que la Bolivie est quatrième dans la production mondiale d'étain avec 8 à 10 de la production à part la Chine. Donc, néanmoins, nous devons souligner que alors que la Bolivie est le sixième producteur mondial, celui qui le suit, c'est l'Australie qui produit jusqu'à 80 000 tonnes d'étain. Si vous regardez ceci, ça veut dire que 40% de ces 22 000 tonnes, si nous séparons ça par acteurs de l'exploitation minière, les coopératives produisent jusqu'à 8,8 tonnes. Ce serait la production
du septième au huitième pays producteur qui est l'Australie. Donc, c'est très important d'analyser, de prendre en compte ce qui se passe dans l'étain produit par les coopératives minières parce que ceci fait partie des 8 producteurs majeurs. Donc, il y a deux acteurs principaux qui couvrent toute la chaîne de l'extraction jusqu'à la fonte pour transformer le minerai en étain. Ici, vous pouvez voir qu'il y a l'État qui exporte 68% et le secteur privé qui arrive avec 61,2. Dans le premier cas, il n'y a pas d'extraction de minerais par l'État, donc il y a une relation directe entre les coopératives qui extraient les minéraux et le secteur privé qui les concentre et qui les fond. Et là, nous pouvons passer à la planche suivante. Le marché bolivien comporte des restrictions juridiques par rapport à l'extraction de l'export de l'étain. On ne peut pas juste exporter l'étain qui est différent par rapport à ceci. Donc, euh, voici ce qui est généré. Et donc, il y a deux fonderies nationales, une qui est privée, l'autre qui appartient à l'État. Elles ont le contrôle de l'État en Bolivie. Et ces deux compagnies qui peuvent le fondre et l'exporter contrôlent les prix et gérer les conditions de vente. Par exemple, ils contrôlent mieux les prix d'achat à travers le prix de l'étain et c'est eux qui assignent des quotas de vente aux coopératives. Donc, cette oligopsonie rend les ressources inefficaces et il peut y avoir une répartition injuste des bénéfices, comme vous pouvez le voir à l'écran. Il y a beaucoup d'opérations d'exploitation minière, quelques négociants et unités d'export. Comme je l'ai mentionné, l'État inclut 90% des mines appartenant à l'État et donc 8,8% de leur production est achetée aux coopératives, alors que la fonderie privée achète 100% de sa production aux coopératives minières. Planche suivante, s'il vous plaît. Et à travers ce point, de quoi parlons-nous? Nous parlons d'un circuit de commercialisation et dans certains cas, ce n'est pas là. Donc, je pense que les pays principaux à qui la Bolivie vend, donc il y a les Pays-Bas, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Chine et les États-Unis. Donc, ces métaux peuvent parvenir sur place. Vous avez le minerai qui est pulvérisé dans des usines qui sont proches des mines. Ensuite, il y a un processus de concentration qui sépare les différents matériaux. Ce processus est inévitable parce que la pureté doit être entre 60 et 70%. Donc, pour que le minerai d'étain puisse être fondu. Dans l'usine Ingenios, on extrait les autres composants chimiques avec de l'eau afin que cette concentration puisse se produire. Dans d'autres cas,
Le minerai sort de la mine et peut aller directement dans la fonderie. Mais au cours de ce processus, il y a le processus d'achat et de vente qui est compliqué avec de nombreux facteurs. Il y a ici le poids des minéraux du minerai qui est déterminé à travers un système de balance. À de nombreuses reprises, ces balances ne sont pas très équilibrées. Les coopératives ont différentes balances que les fondeurs et les concentrateurs et la calibration peut être un problème. Donc, ils sont donc en charge de, du minéral. Il y a un processus d'échantillonnage. Nous extrayons plusieurs tests de la charge minérale, un pour l'acheteur, un autre pour le vendeur. Et ici, nous avons quelqu'un, alors s'il y a des problèmes de pureté des échantillons, ils vont donc dans un laboratoire qui définit la pureté de la concentration de ceux-ci. Et puis, il y a les impuretés. C'est très important parce que avec le niveau de pureté qui est multiplié par le poids du minerai et avec avec la cotation officielle du minerai, on peut le calculer. Donc, donc le poids multiplié par la présence de l'humidité plus la teneur en minéraux déterminera la qualité de ce minerai. Néanmoins, c'est important. Il y a plusieurs actions qui peuvent être gérées par les concentrateurs ou par les coopérations afin d'avoir un bon poids parce que c'est ça qui va déterminer le prix dans le processus, alors que la valeur de la concentration du minerai et les mineurs savent qu'ils peuvent déterminer la valeur de la concentration et l'inclure selon des conversations avec eux. Donc, les laboratoires présentent toujours des valeurs qui sont plus faibles que celles qu'elles devraient montrer. Tout ceci doit être fait en demandant au service national de commerce des minéraux qui va décider si cette charge en minerai est la bonne. Mais c'est un processus qui est trop long et cela doit être payé par le vendeur. Il y a peu d'efficacité dans le gouvernement bolivien pour ceci. Donc, les mineurs finissent par accepter le poids donné par les laboratoires qui sont souvent liés aux compagnies de négoce. Il y a des pratiques pour empirer le niveau d'humidité où ils réduisent le niveau de concentration à travers l'inclusion de ce sens. Ce sont des facteurs qui vont définir la valeur de cette charge en minéraux. Et il y a une quatrième valeur qui est le prix par tonne, qui est la variable à prendre en compte. C'est important de parler de ceci parce que la valeur du minerai dépend de la cotation internationale. C'est défini sur
les 5 livres, on doit déduire ceci de la valeur calculée du coût du donné par les fondeurs. Donc, c'est un processus important parce que les mineurs ne savent pas calculer ce coût par tonne qui est déterminé par les compagnies selon certains coûts internes et c'est déterminé à travers un mécanisme de contrôle qui génère des conditions qui sont favorables, mais ce coût n'est pas fixe. Nous savons que les mineurs peuvent négocier un pourcentage de ce coût par tonne. Ceci peut être négocié verbalement. C'est un élément flexible qui peut être modifié. Ceci inclut des marges bénéficiaires. Planche suivante. Dans ce processus de transaction, nous devons indiquer si l'exploitation minière est cyclique. Les cotisations ne sont pas élevées ou faibles. Il y a 36 mois, nous avons identifié un très gros problème où les prix étaient plus bas que la norme et que le point d'équilibre, ce n'est pas le cas maintenant, mais que c'est probable que ça se produise à nouveau. Dans certains cas, les transactions commerciales se font rapidement, mais la concentration que les fondeurs paieront, donc en 30 jours ou 3 mois, c'est beaucoup de temps parce qu'on doit prendre en compte ces délais de paiement et le temps qui se passe entre l'extraction du minerai jusqu'au moment de la commercialisation. Dans les grandes mines, c'est 1 à 2 mois. Dans les plus petits, c'est entre 2 et 3 mois. Il y a des cas extrêmes où le mineur ne reçoit pas d'argent pendant 5 à 6 mois. Et donc, nous devons ajouter à cela le fait que les mineurs doivent faire face aux coûts de production. Ces coûts de production sont payés à crédit et ça inclut un intérêt pour l'usage du capital. Ils vont devoir faire des emprunts avec des grands, donc avec un service de ceci est très élevé. Il y a un processus d'inflation qui est très important. Nous avons eu 30% d'inflation. En janvier, nous avons eu une inflation qui est d'environ 4% par mois. Si une personne, le premier jour, reçoit un paiement pour sa transaction, et qu'il se passe ensuite 45 jours avec le coût de l'emprunt, le revenu est moins profitable et le revenu est moindre que quand ils sont payés par les fondeurs. C'est une problématique vitale, c'est donc l'argent de cette transaction. Toutes ces transactions d'étain sont basées sur la valeur de la cotation établie en dollars. Tous ces changements surviennent en dollars, mais les mineurs sont payés en devise bolivienne. Il y a 18 mois, ce n'était pas un problème, mais quand cette crise a commencé avec le manque de dollars et la quantité d'inflation, il y a beaucoup de dollars et les gens ont commencé à utiliser les crypto-monnaies.
Donc, ceci a donné naissance à un marché de dollars et taux de change qui fluctue entre 10 et 12 bolivianos par dollar. Ceci implique que les mineurs ont un taux de change fixe de 6,6. Les fondeurs peuvent vendre pour 1 dollar. Donc, il y a deux implications là-dessus. Tout d'abord, quand ils achètent ceci, 90% de ces matières premières proviennent d'imports qui sont achetés en dollars. Les mineurs doivent vendre jusqu'à 14 bolivianos par dollar pour acheter des machines et les coûts de production ont augmenté et ils vendent aux fondeurs un dollar à un taux de change officiel qui crée une distorsion sur le marché. C'est dans un processus et donc c'est un processus de base. Il y a donc c'est répété, donc ils perçoivent moins de revenus et finalement il y a une transparence dans les coûts de fonderie. Donc, je l'ai dit, c'est nécessaire pour le transit des minéraux vers le marché de l'étain. C'est quelque chose qui est déduit de la valeur estimée dont nous parlions dès le départ. C'est de la fonte, mais c'est un coût qui est partagé par les exploitants extracteurs ainsi que les fondeurs. Mais il n'y a pas de structure de coût. Les mineurs connaissent juste le prix qu'ils vont déduire. Il y a des coûts variables, des coûts fixes qui seront exigés, mais les niveaux d'utilité de ces processus sont fixés aussi. Donc, nous considérons que ce manque de transparence ou l'administration des coûts par tonne peuvent cacher des variables ou des conditions qui pourraient être injustes, donc pas en faveur des mineurs. Donc, nous considérons que c'était important que les fondeurs et les concentrateurs puissent être plus transparents concernant les coûts et ensuite les mineurs pourraient commercialiser ça de la meilleure manière. Planche suivante, Jesus. Si ça ne vous dérange pas de commencer à terminer votre exposé pour qu'on puisse basculer vers le panel. Ce revenu qui est obtenu par le commerce équitable ressort de choses. Donc, les mineurs veulent avoir plus de revenus, ils seront plus exposés à, aux risques naturels de l'exploitation minière. Les mineurs vont commencer à réduire les coûts nécessaires. Le premier sera la sécurité personnelle. Dans la mine, il faut travailler donc ils vont pas utiliser de bottes de sécurité ou d'appareils de sécurité pour se protéger. Le troisième élément est le coût de la production. Ils vont commencer à sous-traiter à des personnes externes pour les aider. Ce seront des jeunes qui auront donc des problématiques et puis ça va arrêter d'investir dans la sécurité des exploitations minières. Un autre effet coopératif, comme les coopératives minières auront moins de ressources, ils
éviteront aussi de se plier à leurs responsabilités environnementales. Et en faisant ceci, cela aura un effet vis-à-vis de la communauté dans laquelle le mineur exploite son activité minière. Je suis désolée d'avoir dépassé le temps qui m'était imparti. Merci. Ne vous inquiétez pas et merci beaucoup pour une présentation très complète et détaillée. Je vois que nous avons quelques questions dans le chat, mais nous allons pour l'instant passer à notre panel et ensuite nous aurons la possibilité de répondre aux questions dans le chat. Donc, ma première question concerne Angela. Jesus a expliqué la manière dont il y a parfois des écarts entre les coopératifs et les fondeurs concernant le poids. Angela, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer? Quels sont les défis auxquels les mineurs doivent faire face? Comment cela les impacte et comment ils répondent à ceci? Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, il y a, comme vous le dites, des écarts concernant les coopératives, concernant le poids et la détermination du prix et du paiement pour les mineurs se fait par poids. Et il y a donc cet écart. Les mineurs qui veulent accéder à cette échelle. Donc, pas avant de vendre ces minéraux. La plupart des coopératives n'ont pas leur propre balance. Les fondeurs ont ces balances qui sont généralement bien calibrées et maintenues. Donc, ce sont des compagnies négociantes qui sont des compagnies intermédiaires entre les coopératives et les fondeurs. Ils ont des balances, mais il y a un manque de confiance. Parfois, le poids ne rejoint pas celui des fondeurs. Les balances de la coopérative n'ont pas la bonne maintenance. Certaines compagnies de négoce calibrent leur bascule de manière délibérée, de manière à ce que le poids reflété soit moins que le poids réel. Et les mineurs leur donnent les minerais dans des sacs. Il y a autre diminution dans le poids. Pour ce qui est du poids, quand les minerais sont amenés dans des sacs, ces sacs ont des matériaux, sont en matériaux très fins, en plastique, qui ont un poids minimum. Mais dans la déduction qui se fait, il y a une déduction de 500 grammes à 1 kilo et cela veut dire qu'ils ont environ 10 dollars en moins. Comment est-ce que cela a un impact sur les mineurs? Comme nous l'avons dit, le revenu s'appuie directement sur le poids, sur la loi ainsi que sur la cotation. Si nous avons une réduction dans le poids, cela signifie une réduction et donc moins de revenus pour les mineurs. C'est quelque chose qui peut générer des problèmes dans la production pour eux, avec des moindres capacités de produire des minerais, moins de capacité pour acheter
des matières premières, le besoin d'acheter ces matières premières à crédit, ce qui augmente le coût de production pour eux. Il y a une compensation, donc sans compensation pour le revenu perdu et pour les parties prenantes qui ont des journées plus longues afin de produire la même chose. Et il y a d'autres répercussions. S'ils ont moins de revenus, ils ont moins d'argent pour nourrir leur famille. Et donc, dans la production personnelle, donc dans l'équipement dont ils ont besoin pour travailler et pour l'État venant du site d'exploitation minière. Je pense que l'État devrait intervenir parce que c'est important que l'État, c'est important que l'État puisse rapporter le bon nombre de minéraux parce que il y a des impôts qui sont collectés de cette activité. Cela permet de réglementer tous les métriques en Bolivie. Et même si l'État fait son travail, les vérifications annuelles, quand il y a des problèmes, ces vérifications devraient être faites de manière plus régulière, de manière à ce qu'il n'y ait pas ce manque de calibration des balances. Il faudrait mettre en place de quoi peser tous ces produits afin de régler les problèmes entre les coopératives, les fondeurs et les négociants. Merci, Angela. Merci beaucoup. Je vais maintenant poser une question à Jesus. Je pense qu'elle a vraiment trait à une des deux questions qui a été posée dans le chat. Donc, ma question est comment est-ce que la teneur en minéraux, ici, quand on parle de la pureté du métal, comment est-ce que c'est déterminé? Est-ce que ça se fait à travers des procédures dans des laboratoires avec l'implication des agences gouvernementales? Donc, de votre point de vue, qu'est-ce qui fonctionne dans ce processus et qu'est-ce qui peut être amélioré? Je reconnecte ceci à la question dans le chat parce que Sophia nous pose la question en disant le revenu est déterminé par deux facteurs, le poids. L'autre facteur est la teneur en minerai, la pureté du minerai. Donc, on pourrait peut-être parler davantage de la pureté du minerai. Oui, merci, c'est correct. La teneur du minerai est vitale pour déterminer la valeur commerciale et ceci est fait à travers des laboratoires d'analyse chimique. Nous utilisons surtout la volumétrie de précipitation. Donc, il faut ici déterminer donc sa teneur et la pureté de cette charge en minerai. Donc, c'est économique et il y a beaucoup d'erreurs de calcul. Donc, il y a aussi la spectrométrie qui est un processus en regardant les atomes. Donc, ceci est fait. Le problème est que tout ceci n'est pas certifié par les autorités publiques, comme celle mentionnée par mon collègue, par exemple l'organisme qui calcule toutes les métriques en Bolivie. Il y a aussi des ISO-normes en termes de qualité et de paramètres. Donc, ce qui est contenu dans le laboratoire a uni donc
Ceci parce que selon les mineurs, ils ont réduit de 2 ou 3 centimes, de 2 ou 3 centimes le poids. Si on rapporte 50, ils vous diront que la teneur est de 48. Si multiplier ceci par des tonnes, cela fait une grande quantité de ressources est perdue. Donc, le manque de certification de ces processus utilisés par les laboratoires et les transactions internes des laboratoires avec les grandes compagnies de négoce à qui ils vendent le produit. Donc, ce produit devrait être vendu par l'État, mais comme mentionné précédemment, Sénatecom à Oduro n'ont pas plus de 12 salariés. Il y a plusieurs objectifs. Donc, si on inclut les exploitations minières privées et de l'État, il y a assez peu de salariés. Donc, ces organisations ne sont pas efficaces. Chaque jour, avec un nombre de salariés réduit qui doivent faire aussi le contrôle aux frontières, la présence de l'État dans le processus du négoce est inexistant. Il devrait y avoir des améliorations. Les marchés des minerais devraient être concentrés. Ils sont disséminés à Odoro, à Potosi, où ils sont commercialisés individuellement, mais ils devraient être concentrés dans un marché unique avec une concentration de systèmes pour peser. Ceci permettrait de réduire les écarts et le travail de l'État serait d'autant plus efficace. Merci beaucoup, Ressus. Nous avons parlé de problématiques par rapport à la pureté du minerai. Nous avons parlé de différences entre le poids du minerai et je souhaitais parler avec vous afin de bien comprendre tout ce qui tourne autour de la méthode de calcul. Pour autant que je comprends la méthode de calcul qui est utilisée pour valoriser les minéraux, donc est définie par quelqu'un qui définit cette personne. Et par rapport à cela, est-ce que les deux parties, les mineurs et les acheteurs, comprennent la structure de coût de la transaction? Peut-être que vous pouvez peut-être essayer d'expliquer ceci, Angela, dans des termes très simples afin que l'on comprenne, parce que c'est un aspect assez technique, néanmoins, il est très important. Oui, comme nous disions précédemment, notre méthode s'appuie sur le poids, la loi des minimes et les cotations internationales ainsi que les taux de change. En Bolivie, nous utilisons donc les 15 jours fixés par le ministère de l'exploitation minière. Ceci inclut également les pénalités en raison des impuretés des minerais. Comme nous l'avons dit, il y a un coût qui est déduit de la séparation. La formule de base est assez simple, c'est le poids selon la loi et selon la cotation. Mais ce qui est compliqué, c'est que le prix de la séparation, la purification du minerai. Quand nous parlons de production, il y a des taxes de 3 à 6 qui vont à l'État. Et sur la valeur restante, les compagnies de négoce ainsi que les fondeurs facturent le coût de la séparation et de la purification du minerai en tant que tel. C'est les coûts par tonne, Makila, et dans certains cas, à part
Pour les coûts, ils facturent les impuretés qui ont plus de difficultés à être séparées du métal. Ce coût est défini par la purification qui, elle, est unilatéralement définie par les fondeurs et les compagnies de négoce. Le coût peut être moins élevé. Pour les fondeurs, on ne connaît pas la structure de l'argent. Dans le cas de sociétés de négoce, ce coût est plus élevé parce que, bien évidemment, ce qu'ils font, c'est de publier et de purifier davantage. Ils envoient ceci aux fondeurs qui sont des intermédiaires. Ça veut dire que ces variations n'auront pas un impact sur les mineurs parce qu'ici, ils ne connaissent pas la structure du coût et combien on leur demande comme prix pour la purification. Mais le plus la teneur est faible, le plus le coût sera élevé. Il n'y a pas vraiment de règles claires là-dessus. Certaines compagnies de commerce facturent plus, d'autres facturent moins. Et le plus c'est élevé, le plus les mineurs ont possibilité de négocier le pourcentage s'ils sont facturés entre 30 et 40 pour purifier ces minerais. Ils peuvent négocier jusqu'à avoir 15 ou 20 mais ceci a à voir avec la connaissance des mineurs et la manière dont ils peuvent calculer ce pourcentage sur le, la maquila qui est facturée par le fondeur. euh, le- c'est très élevé, mais quand c'est très faible, ils disent, mais on n'est pas intéressé par ceci. Ils doivent savoir que les compagnies ont cette marge afin de négocier. Pour les petits producteurs, c'est beaucoup plus difficile d'avoir cette négociation. Donc, cette structure de coût est inconnue et il devrait y avoir un niveau plus juste de transaction qui devrait inclure la clarté s'il y a ces quantités de lois spécifiques. On devrait avoir ce baromètre pour les fondeurs et les compagnies de négoce. Le prix devrait être certifié par une troisième structure indépendante. D'une certaine manière, les mineurs devraient pouvoir obtenir des informations concernant le marché des minerais et les projections pour l'avenir, parce qu'avec ce jeu de la valeur à venir des minerais, ils l'utilisent en leur faveur. Le dollar est faible et donc même si ils obtiennent l'argent en bolivianos, ils obtiennent beaucoup moins que ce qu'ils ont pour ce qui est de délai de paiement, même si les termes sont respectés. Ces paiements devraient se faire que la loi soit élevée ou basse. Ils font beaucoup plus d'efforts pour obtenir les revenus nécessaires pour leur famille. Merci beaucoup, Angela, pour une réponse aussi complète. Il nous reste peu de temps et je veux vraiment pouvoir ouvrir la parole à tout le monde. Donc, je vais lire une des questions. Cette question qui était dans le chat. Si quelqu'un d'autre a des questions, veuillez les poser ou les mettre pour vous deux et c'est à qui veut répondre, que ce soit en Créla ou Ressus. Nous avons parlé des problématiques par rapport au paiement des minerais, donc en disant que
C'est quelque chose qui se fait pour les moyens de subsistance des mineurs. L'une des conséquences, c'est le travail des enfants. Donc, avec un contexte plus vaste, est-ce que cette problématique de paiement peuvent entraîner le travail des enfants? Est-ce que vous voyez un lien de causalité? Nous avons visité les mines d'Odoro en Bolivie. Nous avons travaillé depuis 10 ans avec beaucoup de préoccupations pour éviter la présence des enfants au travail. Nous n'avons pas trouvé la présence des enfants. Cette situation peut amener à cela. C'est un mécanisme qui amènera à avoir un travail des enfants avant l'âge légal de 18 ans, parce que le droit bolivien a dit que les enfants ne peuvent pas travailler dans la mine, mais ici, vous avez la déduction de la sécurité dans la mine et de la sécurité personnelle des gens. Les mineurs sont placés dans des conditions d'avoir plus d'accidents, plus donc dans ces conditions. En juillet 2025, un journal à Potosi a fait un suivi des mines. En 6 mois, il y a eu plus de 6 personnes qui sont mortes. Donc, ceci se passe quand ils ne peuvent pas embaucher quelqu'un pour les remplacer parce que le droit ne le leur permet pas. Et c'est un signe de leur volonté d'aller dans la mine et ils ne sont peut-être pas éligibles parce qu'ils ont moins de 18 ans. Donc, ce scénario fait que les mineurs commenceront à travailler dans les mines à ce moment-là. C'est peut-être une conséquence que nous n'avons pas vue jusqu'à présent, mais les conditions sont là. C'est susceptible et davantage quand le prix du minerai est bas. Pour l'instant, le prix est élevé et c'est pour ça que nous n'avons pas vu d'enfants et de jeunes. Les conditions sont là. Les mines en Bolivie se trouvent jusqu'à 1 300 mètres dans des zones où il n'y a pas d'agriculture et ceci pourrait aider le fait de ne pas avoir des enfants qui travaillent. Merci beaucoup, Jesus. Je n'ai pas d'autres questions dans le chat, mais j'ai d'autres questions que j'avais préparées pour vous et Angela. Il ne nous reste vraiment plus de temps. Donc, je vais vous demander une toute dernière question. Faites en sorte qu'elle soit brève de manière à ce que je puisse clôturer ce webinaire. Donc, c'est une question qui pourrait nous lancer dans un très long débat. Nous savons que la Bolivie a une période difficile devant elle parce que vous l'avez expliqué. Et de votre point de vue, comment est-ce que ce contexte influence la relation et les transactions entre les mineurs et les fondeurs? Que ce soit pour vous, Jesus, si vous voulez y répondre, ou bien Angela. Le contexte actuel, si vous pouvez peut-être répéter la question ou la replacer dans le contexte bolivien. Comme vous l'avez expliqué dans la présentation, comment est-ce que ça a un impact? Je vais continuer. Nous parlions en même temps, je pense, en Bolivie au cours des 18 derniers mois.
Nous avons un processus d'inflation qui rend tout très compliqué. Le dollar est en dehors de ses paramètres normaux. Il y a une inflation et la situation crée des distorsions. Le prix de tout, ainsi que les transactions minières, tout change. Il y a 8 jours, c'était 12 bolivianos par dollar. Maintenant, nous sommes à 14. Ça monte et ça descend. Et les acteurs économiques, les fondeurs, les mineurs, les négociants essayent de s'ajuster rapidement à ce marché, dont les mineurs qui se font à travers les compagnies qui vendent des matières premières. Le prix des matières premières augmente, mais quand le dollar est faible, le prix des matières premières ne baisse pas. Donc, ça doit, donc une transaction de ceci et les mineurs essayent d'avoir un meilleur prix auprès des fondeurs, mais ils n'y parviennent pas. Il y a peu de gens en Bolivie. Au contraire, le prix des matières premières ont, a augmenté dans plus de 40%. Ensuite, il y a les laboratoires et les compagnies de négoce qui ajustent leurs prix également parce qu'ils doivent effectuer ces transactions et ils essayent de réduire certains points de pourcentage pour vendre leurs minerais. C'est un contexte bolivien qui ne changera pas. Il y a 2 personnes en lice pour la présidence, mais les deux se disent que le boliviano doit fluctuer. Quelles seront les conditions? Ils sont en train de faire les calculs afin de réduire la valeur de la commercialisation et ceci sera maintenu au fil du temps parce que le dollar sera flexible. Donc, la transaction menée en dollars doit être couplée avec un paiement en dollars. Sinon, la valeur reçue par les mineurs boliviens, la vraie valeur qu'ils obtiendront sera moins. Merci beaucoup, Ressources. Il est assez clair que le système de paiement et tous ces problèmes sont des problèmes très techniques, mais ils sont directement ceci. Donc, avec les familles, je pense que c'est très important le webinaire qu'on a eu aujourd'hui et comprendre toutes ces problématiques techniques est essentiellement ce que nous voulons pour améliorer les conditions de subsistance des webinaires. Je veux clôturer ce webinaire d'aujourd'hui. Merci beaucoup à nos orateurs excellents ainsi que pour vos contributions et vos commentaires et au public pour avoir participé à ce webinaire aujourd'hui. Je vous remercie.